Bienvenue sur le podcast Demande à maman, le podcast co-créé par Charlotte Fortuit et moi-même, Bettina Burkel, pour vous accompagner de votre quotidien de maman ou de future maman, au-delà des clichés et de la charge mentale qui peut mener au burn-out. Et c'est ce qu'on va découvrir autour de différents épisodes avec nos invités. Et aujourd'hui, nous allons accueillir Marion Joseph, qui est rédactrice en chef adjointe du Figaro.fr, mais surtout la créatrice du blog Parlons Maman, et qui aujourd'hui vient nous présenter son nouveau livre, coécrit avec Delphine Petit-Postma. C'est l'occasion de découvrir avec elle ce qui se passe aux Pays-Bas. Saviez-vous que là-bas, lorsque vous rentrez de maternité avec votre bébé, une bonne fée arrive pour vous aider au quotidien. On les appelle les Kramzorg. Et on trouvait cette idée tellement géniale avec Charlotte qu'on a choisi de découvrir ça un peu plus en détail lors de cette interview. Ce qui va vous permettre surtout de comprendre tous les conseils, les services, les besoins qu'ont les jeunes mamans qui sont souvent mal compris, mal gérés et mal soutenus en France et même dans d'autres pays occidentaux. Oui, bonjour Marion. Bonjour Marion. Alors Marion, aka Parlons Maman, c'est ça, Oui. le pseudo sur Instagram, mais bien plus, on va avoir l'occasion aujourd'hui de découvrir avec elle la question du postpartum et de la douceur, parfois un antagonisme ou un paradoxe difficile à imaginer. Marion, est-ce que tu peux nous présenter aujourd'hui déjà ce qui t'amène avec ton livre écrit avec Delphine? Oui, effectivement, je sors avec Delphine Petit-Postma, qui est Kramzorg à Amsterdam, un livre sur le postpartum et qui s'appelle donc Un postpartum en douceur, le modèle néerlandais des Kramzorg, que je vais vous expliquer plus en détail. Mais en gros, moi, je suis journaliste depuis plusieurs années, depuis plus de 10 ans, et j'ai donc le blog dont tu parlais, Parlons Maman, qui traite des sujets de maternité, de grossesse, de parentalité. Et c'est via ce blog que j'ai rencontré Delphine et qu'elle m'a présenté son fabuleux métier de Kramzorg, qu'on peut traduire par aide-maman. Et de fil en aiguille, on a partagé toutes les deux un grand constat qui est que le postpartum en France n'est pas assez accompagné et on a voulu écrire ce livre, Un postpartum en douceur, pour justement aider les femmes à mieux le vivre, à s'entourer et à ce que ça se passe en douceur. C'est effectivement, on va dire, une jolie perspective, ou en tout cas un bel objectif. Mais comment tu t'es retrouvée là-dedans? Parce que malgré tout, on va dire que tes enfants sont grands, on va dire aussi que finalement, tu n'avais pas besoin par ton métier d'avoir à écrire ce livre. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à l'écrire ou à le proposer à Delphine? Alors, en fait, moi, dans mon métier de journaliste, depuis plusieurs années, j'écris beaucoup moins. Je suis plus dans le management puisque je suis rédactrice en chef adjointe au Figaro.fr. Et du coup, je manage une équipe de journalistes. Je suis beaucoup dans l'édito, mais j'ai pas beaucoup le temps d'écrire. Et en fait, alors certes, mes filles ont grandi. Maintenant, elles ont 3 et 7 ans. Mais cette envie d'écrire plus m'a titillée dans la première année de ma deuxième. Donc il y a 3 ans maintenant. Et petit à petit, j'ai voulu me remettre à l'écriture sur les sujets qui me tenaient vraiment à cœur. Et donc, en l'occurrence, la maternité, puisque c'est vraiment après la naissance de ma deuxième, de Zoé, que j'ai vécu un bouleversement intérieur qu'on peut qualifier de matrescence. Et dont on parle beaucoup. Et voilà, je me suis beaucoup interrogée sur ce que j'avais envie de faire. Et de là est née cette envie d'écrire sur des sujets pour moi très concernants, très forts, dans une période où voilà, la femme, après la naissance de son enfant et de ses enfants, est souvent bouleversée. Donc, j'ai remis vraiment la main à l'écriture sur mon blog.
Et je me suis de plus en plus passionnée sur ces sujets-là. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Delphine et que j'ai eu envie d'aller plus loin. Et en fait, on s'est vraiment trouvé avec Delphine au moment de la rencontre. D'ailleurs, pour l'anecdote, on s'est trouvé via Instagram. Je l'ai interviewée sur son métier de Kramzor que je découvrais. Et que je trouvais passionnant parce que voilà, les thématiques autour du postpartum sont un vrai sujet en France. Et de fil en aiguille, à la fin de l'interview, elle me dit, mais moi, je voudrais tellement plus aider les femmes et faire connaître mon métier en France, parce que c'est un métier qui n'existe pas. Elle me dit, mais j'ai plein de conseils à donner, plein d'astuces. Je rêverais d'écrire un livre, mais je ne sais pas écrire. Donc, c'est là que je lui ai dit, écoute, ça tombe bien parce que moi, c'est mon métier, je suis journaliste, j'adore ça. Donc, pourquoi pas le faire ensemble? Et ça a commencé vraiment comme ça. On ne s'était jamais vus et on s'est rencontrés 2 semaines après, parce que donc elle vit à Amsterdam et 2 semaines après, elle venait à Paris. On s'est rencontrés et tout de suite, ça a matché. On s'est mis à travailler très vite après les présentations. Et de fil en aiguille, un an et quelques mois plus tard, voilà, on avait écrit notre livre. Waouh, bravo. Génial, génial. Je te laisse poser tes questions, Charlotte. Oui, alors déjà, vraiment, ce livre, c'est une pépite. J'ai lu plein de livres sur, alors en tant que maman, en tant que professionnelle, je suis dans la périnatalité pas mal, enfin, j'en ai lu beaucoup des livres, mais là, j'ai trouvé mon compte et c'est le livre que j'aurais aimé avoir, sous la main, il y a 3 ans et il y a 1 an, parce que vraiment il est très fluide, très abordable déjà, donc ça c'est génial et surtout il y a tout. Il y a tous les aspects. Il y a l'aspect, voilà, pratique, physiologique, physique, émotionnel, logistique, jusque dans des recettes de cuisine d'ailleurs qui ont l'air très bonnes. Ouais, ils sont très sympas. Vraiment, il y en a eu des livres, hein, mais celui-là, vraiment, il m'a épatée. Parce qu'il est d'une. Enfin, voilà, j'avais presque l'impression d'avoir une instance maternelle qui me transmettait ses connaissances. Et quand on en a manqué, voilà, c'est vraiment génial. Et ça va être une aide pour beaucoup de futures mamans. Des primipares, je déteste ce mot, mais bon, des primipares ou même celles qui ont un deuxième enfant. Parce qu'au final, même quand on a un deuxième enfant, on ne connaît pas tout non plus. Hein. Et on peut être surprise. Et là, c'est vrai qu'il y avait. Enfin voilà, je me suis régalée. Donc déjà. Merci beaucoup. Voilà, déjà, merci. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu ce métier de Kramzorg? Oui, Déjà, pour commencer. oui, bien sûr. Le métier de Kramzorg, c'est vrai qu'il est peu connu en France. En fait, c'est un métier qui existe qu'aux Pays-Bas. Kramzorg, ça veut dire vraiment littéralement les soins de la maternité. Et en fait, on peut plus communément le traduire par aide-maman. Et la Kramzorg, en fait, elle est vraiment à cheval entre la sage-femme et la puéricultrice. C'est-à-dire que c'est pas une sage-femme, mais elle accompagne la sage-femme. Elle peut, par exemple, l'accompagner dès l'accouchement et l'aider dans les premiers soins post-accouchement. Mais surtout, son rôle principal, ça va être dès le retour à la maison ou quand la femme a accouché à la maison, dès les premières heures de vie du bébé, de s'installer, de venir en tout cas au domicile des parents pour les accompagner dans leurs premiers jours avec leur bébé. Parce qu'aux Pays-Bas, en fait, les parents sortent très vite de l'hôpital au bout de quelques heures, entre 4 et 6 heures en moyenne, alors que nous, on reste à l'hôpital entre 3 et 5 jours suivant les cas. Et donc, elle, dès que les parents rentrent chez eux, donc au bout de quelques heures, elle est en bas de chez eux, elle les attend et elle rentre avec eux dans leur maison. Et à partir de là, elle met en place une aide. Effectivement, c'est ce que tu disais sur ce qu'on raconte dans le livre. Il y a une aide très pratique sur la logistique, même le comment ménage. s'installer. Elle fait effectivement, elle aide à la maison, elle nettoie les toilettes tous les jours, elle change les draps, elle range si besoin, elle peut faire les lessives, plier le linge des enfants, mais elle peut aussi faire des bons petits plats pour les aider dans les premiers repas.
Moi, je sais que Delphine, elle me dit souvent ça et j'adore parce que nous, on n'a pas ça en France. Elle dit, bah voilà, un après-midi, je vois que les deux parents sont fatigués parce qu'elle est là pour la maman, mais aussi pour le couple. Et ben, je leur dis, je garde bébé pendant 2 heures, allez tous les deux dans votre chambre vous reposer et vous dormez vraiment. Elle me dit, j'insiste parce que parfois, ils me disent, mais non, on reste. Et en fait, elle dit, non, non, vous dormez. Donc, elle est là vraiment en soutien physique de la maman et du bébé, c'est-à-dire qu'elle peut vérifier la cicatrice de la Oui, maman, oui. l'épisiotomie, Il y a l'allaitement, une formation, etc. Il y a une formation voilà. médicale, vraiment de suivi post-accouchement, Mm. le poids du bébé aussi, le cordon ombilical, etc. Mais elle est là pour apporter de l'aide dans la maison, ce que je viens de dire, au quotidien. Et puis, elle a aussi tout un aspect psychologique, c'est-à-dire que elle est là pour écouter avec bienveillance la maman, le papa, les frères et sœurs. Donc, il y a vraiment un accompagnement à la parentalité. Et surtout, ce que je n'ai pas dit, c'est que ça se passe en fait pendant 8 jours. Donc, elle est là pendant 8 jours, voire 10 dans certains cas, ça peut être prolongé de 2 jours. Et c'est en fait, il y a entre 24 et 49 heures à répartir sur ces 8 jours. Mm. Donc, au début, elle est là entre 6 et 8 heures par jour. Du matin, elle arrive à, je sais pas, 8-9 heures jusqu'à 17 heures. Et puis, petit à petit, au fil des jours, elle réduit un peu sa présence pour que les parents puissent se déshabituer parce que souvent elle me dit oui, alors au bout de 3-4 jours ils me disent mais on veut jamais que tu partes, c'est trop bien de t'avoir. On l'appelle aussi parfois un peu la Mary Poppins des parents, donc ils veulent pas. Et puis en fait elle me dit bah, petit à petit je réduis un peu mon temps de présence et en fait au bout de 8 jours les parents ils se sentent prêts à vivre leur parentalité seuls parce qu'elle En les a autonomie. voilà en autonomie parce qu'elle leur a tout appris dans leur maison, par exemple, donner le bain, elle l'apprend chez eux avec leur matériel, alors que nous, ici, on l'apprend à l'hôpital. Et c'est vrai que moi, je me rappelle pour ma première, donner le bain, mais c'était, je mettais 1 heure, j'installais tout, j'attendais que mon mari rentre parce que j'avais peur de la faire tomber. Enfin voilà. Bon, la deuxième, ça a été beaucoup plus rapide. Je pense qu'après, on a plus l'habitude. Mais voilà, pour les parents là-bas, elle apprend tous ces gestes, la mise en place de l'allaitement, elle est là pour aider la mère, c'est pas toujours La vérification des facile. infections, si Exactement. jamais. Et si elle constate quelque chose n'est pas normal, elle appelle immédiatement la sage-femme qui se déplace et qui vient vérifier. Donc, elle a une formation médicale, mais elle en réfère toujours à la sage-femme, au médecin, si elle sent qu'il y a quelque chose d'anormal et qu'il faut aller plus loin. Donc, c'est un métier hyper complet, à la fois d'accompagnement de santé, mais aussi psychologique et d'aide. C'est pour ça qu'on dit aide-maman, quoi, d'aide à la maison au quotidien. Et c'est vrai que c'est une vraie aide et ça met le pied à l'étrier de la parentalité. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment l'un des rares pays où j'ai entendu un poste comme ça officiel qui valorise le care en fait Complètement. dans une vision qui est effectivement à cheval du paramédical avec un aspect psychologique et enfin avec un aspect quand même logistique. Finalement, les parents qui sont, même au-delà des parents, en fait, toutes les personnes qui sont en perte d'autonomie pendant les quelques jours que ça dure, en fait, elles ont besoin de cette forme de soutien et finalement, eux, ils ont donné un nom au métier, une formation et effectivement une durée. Et ça, je trouve ça vraiment, en plus, c'est pris en charge apparemment Oui, ce que j'allais localement. dire, effectivement, ce qui est formidable, c'est que c'est pris en charge par les assurances là-bas, ce qui est l'équivalent de nos mutuelles. Et en fait, à partir du moment où on vit aux Pays-Bas, qu'on soit néerlandais ou une autre nationalité, on est obligé d'avoir une assurance. Et donc, grâce à ces assurances, c'est pris en charge quasiment à 100% sur les 8 jours. Donc, en fait, c'est comme si nous, on s'était pris en charge par nos mutuelles et la Sécu et qu'on avait ça pendant 8 jours. Ça serait formidable. Est-ce que Pourquoi ça me paraît idyllique? En fait, en France, pour les personnes qui nous suivent et qui écoutent, normalement, il y a possibilité d'avoir des personnes à domicile qui viennent pour le ménage pendant quelques jours après l'accouchement. Mais il faut voir selon les mutuelles et tout. Ouais. Mais ça suffit, comme, Ça fait comme pas tu tout l'as ça. bien, voilà, Oui. tu viens de l'expliquer. Ça fait pas tout, même la sage-femme. Enfin, c'est une charge mentale au début parce qu'elle doit venir ou on doit y aller, il y a la PMI. Enfin, Ouais, je trouve que la sage-femme, il faut quand même le dire parce que toutes les femmes ne sont pas au courant qu'on a cette possibilité pendant les 12 premiers jours de faire venir la sage-femme. On le rappelle dans le livre,
Alors évidemment, c'est pas une crème Zorg, mais les sages-femmes, elles ont déjà tellement de travail Exact. et elles font au maximum quand elles viennent. Moi, je sais que c'était court parce que c'est vrai qu'elles viennent une demi-heure, 1 heure, Mais mais mieux je que trouve rien. que c'est déjà ça et c'est un moment où on peut poser les questions qu'on a, se rassurer, voilà, faire vérifier notre bébé et tout. Donc, c'est pas assez, on est d'accord, et il nous manque cet accompagnement comme aux Pays-Bas. Mais je trouve ça important de dire aux femmes qui écoutent que les sages-femmes sont là et Oui, qu'on peut les solliciter parce qu'en fait, tout le monde ne le sait pas. exactement. Il y a des équivalences. On peut même chercher peut-être une auxiliaire puéricultrice qui pourrait Exactement. aider. Enfin, Mm. voilà. N'hésitez pas à aller regarder les mutuelles parce qu'il y a des petites solutions qui peuvent remplacer d'une certaine Ouais. manière ce On que vous tu viens de explique toutes les décrire. solutions dans le Voilà, livre, donc d'ailleurs. Il y a exactement. tout, il y N'hésitez a pas tout à dans aller. le livre. Ouais, ouais. N'hésitez pas à aller lire comme ça, mais ce que je trouvais intéressant aussi avec Charlotte, c'est vraiment la question de posture de ce que vous mettez en avant sur ce métier, que finalement, on ne met assez peu en exergue sur les besoins de la mère ou du nouveau père aussi, pendant ces premiers jours, ces premières semaines, parce qu'on est des personnes vulnérables et que finalement, on n'a pas besoin qu'il y ait des gens qui nous disent de manière infantilisante, voilà ce qu'il faut faire, vous ne savez pas, ou bien, oh là là, vous ne savez pas habiller vos enfants. Plutôt quelqu'un qui sont dans cette posture plutôt neutre et soutenante. Et ça, on le met pas assez en avant, malheureusement. Mm. Ouais, il y a des parents qu'on a interrogés dans le livre et qui ont eu une expérience de Kramzorg et qui soulignaient ça, qui disaient en fait, une Kramzorg, c'est différent d'un parent qui viendrait t'aider pendant les premiers jours. Parce qu'on peut tous, enfin tous non, mais on peut avoir recours à sa mère, sa grand-mère, enfin on peut avoir de l'aide familiale. Mais ce qui était très important, ce qu'ils disaient, c'était que en fait la Kramzorg, elle est formée pour ça. Donc elle le fait avec bienveillance, objectivité, elle a les Et connaissances nécessaires ouais. et elle juge pas et elle dit pas ah bah tu devrais faire comme ça parce que moi j'ai fait comme ça. Mm. Moi je connais quand De j'ai eu mon un bébé, temps, oui voilà ce que peuvent faire les parents maladroitement, c'est jamais méchant, enfin, j'espère oui. pas, mais voilà ils le font avec leur expérience et en fait la Kramzorg elle le fait avec bienveillance et surtout sans jugement. Donc elle va dire voilà ce qui existe, ce que je vous donne comme information pour vous aider, mais elle va pas forcer, elle va pas contraindre. Et elle va emmener les sujets avec beaucoup de douceur et de bienveillance, ce qui fait que les parents les reçoivent aussi peut-être plus facilement parce Mm. que ils savent que voilà, elle a les connaissances requises, etc. Et en fait, ça se passe très en douceur. Effectivement, c'est le titre du livre, mais c'est vraiment l'atout de la Kramzorg. Et je pense que le mot bienveillance, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et de dire aussi dans cette idée d'accompagnement que, en fait, euh, on a le droit de ne pas aller bien, de vivre difficilement ses premiers jours, d'avoir des douleurs, d'être fatigué, enfin, de pas aller bien. Euh, et en fait, il faut considérer que c'est normal et qu'on passe quasiment toutes par là. Alors, il y en a qui vivent très bien les choses, mais enfin, voilà, souvent, je trouve qu'en France, on a un discours un peu culpabilisant et il ne faut pas que les mères se plaignent dans cette période de postpartum. Et là, au contraire, en fait, ils ont mis en place un système pour dire, pour accompagner les femmes et les hommes, enfin les couples, pour dire, voilà, toutes ces phases que vous allez vivre en postpartum sont normales. C'est pour ça qu'on est là, pour vous aider. Et donc, c'est aussi ce message-là qu'on a voulu faire passer dans le livre, c'est de dire, ne culpabilisez pas, en fait. C'est Mm. normal à un moment de vous sentir fatigué et d'avoir besoin d'aide et surtout, demandez-la, osez la demander. Parce Mm. qu'en fait, on s'est rendu compte aussi, et on le voit, hein, qu'en France, toutes les femmes n'osent pas Mm. demander de l'aide. Et en fait, bah, si, c'est normal, c'est une période où on est vulnérable et c'est pas Honteux. honteux, voilà, mal de le dire et voilà, et de demander de l'aide tout simplement, quoi. C'est, ça construit en fait une forme de paradoxe qu'on vit assez vite pendant ces premiers mois, ces premières semaines, surtout intenses. C'est qu'on est censé être des mamans hyper responsables qui savent tout et qu'en fait, on est face à notre limite, face à la montagne d'inquiétudes, de difficultés. Et effectivement, c'est pas facile dans une culture telle qu'on a en France, où en fait,
la mère parfaite doit exister et on se compare beaucoup comme la première visite de pédiatre à la maman, j'avais eu un pédiatre qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, «Je sais très vite quand une maman va venir à sa première visite et qu'elle est tirée à 4 épingles, qu'en fait, il y a quelque chose qui va pas durer, Mmh. que ça va pas durer, qu'en fait, au bout de la troisième visite, je vais la voir complètement écroulée, parce qu'elle tient pas sous cette pression». Alors qu'en fait, celle qui finalement a une forme de lâcher prise, bah, en fait, elle va réussir à durer et c'est cette forme de paradoxe à laquelle, on est confronté assez vite. Et est-ce que tu penses que les médias ou les représentations sur les femmes et les mères ont joué un rôle sur ça et que maintenant peut-être les choses vont changer? Bah oui, forcément, en fait, on voit que dans la société, que ce soit les médias, aujourd'hui les réseaux sociaux et le langage collectif, depuis des années, il y a beaucoup d'injonctions qui sont faites et la femme doit être sur tous les fronts, mère parfaite, épouse parfaite, dans son travail aussi. Enfin voilà et en fait, c'est très difficile de tout mener de front et surtout, et c'est aussi ça qu'on dit dans le livre, à la femme d'ailleurs, mais pas que, puisque notre livre, il s'adresse aussi aux accompagnants. Bah oui. Du coup, j'espère que, les partenaires et les proches, vont le lire aussi parce que ça leur permet aussi de comprendre, comment aider. Mais on dit à la femme, sois indulgente en fait avec toi-même dans cette période-là parce que, c'est une période, où effectivement, enfin pas on te demande beaucoup, mais, tu vas devoir faire beaucoup parce que forcément tu viens d'avoir un bébé, et ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'attention. Mais sois indulgente avec toi-même parce que, bah, tu apprends en même temps, ton rôle de maman et c'est pas forcément inné. Donc on essaye encore une fois de déculpabiliser et de lui dire de par exemple, de pas, se comparer, de pas, regarder les réseaux sociaux où, on a, toutes ces mères, parfaites, qui s'affichent, bah, comme tu disais, toutes maquillées, toutes pimpantes à J+3. Bah, en fait, non, tu as le droit d'être, fatiguée avec des cernes et pas coiffée, c'est pas grave et personne ne doit te juger pour ça et surtout toi, tu dois pas te juger pour ça. En fait, voilà, découvre, ton rôle de maman sereinement, et appuie-toi sur, ton entourage pour y arriver et pour, avancer, sereinement et sans te sentir, trop dépassé parce qu'on se sent forcément dépassé. Mais voilà, on milite vraiment pour, l'indulgence et la bienveillance et le premier c'est d'être indulgent envers soi-même et de pas se mettre trop la barre trop haute et de se dire: «Bah, c'est pas grave si ma maison elle est pas rangée, c'est pas grave si, ce soir, on mange un plat surgelé». Bah oui, tu as pas eu le temps, mais en même temps, tu as un bébé de quelques jours et ça demande beaucoup d'attention et donc c'est en baissant ces espèces d'injonctions qu'on va réussir à à avancer et à mieux vivre, Mmh. cette phase-là, je pense. Mmh. Ouais, complètement. Et d'après toi, il faudrait mettre quoi en place en France pour, tendre vers ce modèle néerlandais qui est quand même, génial? Ça paraît même bisounours comparé à la France, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a des, je sais pas, est-ce que tu penses à des mesures qui pourraient être prises d'une façon, nationale? Et surtout, d'après toi, est-ce que la France peut arriver à ce modèle? Bah, c'est quelque chose qui doit passer, par, les pouvoirs publics. C'est une évolution, des politiques publiques. Ça peut passer par, des la prise de décrets, mais surtout plus concrètement, il y a des métiers qui s'en rapprochent, les puéricultrices et Mmh. auxiliaires de Mmh. puériculture. C'est cet accompagnement-là auprès des parents, elles le font déjà. Les infirmières, aussi, les infirmières Ouais, puéricultrices aussi, exactement, hein. celles qu'on voit d'ailleurs, à l'hôpital dans les premiers jours. C'est, voilà, elles ont l'habitude de ça, donc il suffirait peut-être de rajouter quelques modules, à leur formation pour qu'elles aient un peu plus de compétences Mmh. et qu'elles puissent accompagner. Effectivement, c'est quelque chose que les pouvoirs enfin, dont les pouvoirs publics doivent s'emparer, pour, aider, à mieux accompagner le postpartum. Il y a déjà eu des 1 choses de faites avec la mise en place de la commission des 1000 jours et cetera. Ça doit aller plus loin. Mmh. Oui et puis c'est une question qui revient aussi à questionner, on va dire le passage à l'hôpital, parce que j'ai l'impression parfois que ça vient,
enfin, en confrontation avec le modèle de surmédicalisation, où on doit hyper, vraiment surveiller la mère, surveiller l'enfant, au moindre gramme, alors que là, ils passent, les premiers jours, en fait, chez eux, ils se connectent en famille, il y a une présence, mais quand même assez, douce et assez éloignée, alors que pendant les 4-5 jours, il y a quand même un passage obligé à l'hôpital qui peut être très rassurant pour certains, au point que le retour à la maison, ça soit une angoisse. Mais en même temps, la perspective de ne pas connaître ça, pour beaucoup de Français, ça serait effrayant parce on a vraiment médicalisé le parcours des parents. Ouais, complètement. En fait, c'est ce qu'on dit au début du livre quand on retrace un peu l'histoire des Kramzorg. Nous, on a commencé à vraiment médicaliser l'accouchement des femmes dans les années 50 en les envoyant vers les hôpitaux. Voilà, on a vraiment développé les maternités, alors qu'au début du siècle, il y avait plus de 90% des Bien sûr, femmes qui accouchaient chez elles. bien sûr. Donc, ce basculement se fait vraiment dans les années 50 vers les hôpitaux, alors qu'on voit en parallèle qu'aux Pays-Bas, eux, c'est l'inverse. Dès le début du siècle, ils commencent à mettre en place ce métier de Kramzorg. Ils gardent ce système de cadre familial, des femmes qui Du accouchent cocon. à la maison, du cocon, qui sont entourées souvent par des femmes. D'ailleurs, elles étaient accouchées aux Pays-Bas au début du siècle en majorité par des sages-femmes et un peu moins par des gynécologues. Euh, et voilà, et donc il y a vraiment, c'est au milieu du siècle, du XXe siècle, que la scission se fait entre les Pays-Bas et la France. Et on a gardé ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui militent pour plus d'accouchements à la maison, mais en France, c'est très, 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 très faible. C'est encore très faible, mais bizarrement d'ailleurs, pendant la crise épidémique, il y a eu un sursaut vers effectivement ça, comme une réaction, parce qu'il y avait beaucoup de peur autour de l'hôpital. On verra comment les choses vont évoluer socialement, mais effectivement, Mm. c'est une question Il y a le qui développement rejaillit. de maisons de naissance aussi, Oui, où on peut accoucher de manière plus plus douce, naturelle, oui. plus douce, voilà, dans un environnement un peu plus cocon. Proche de l'hôpital aussi. Oui, avec tous les moyens de l'hôpital à Exactement. disposition si besoin. Donc, il y a des évolutions qui se font, mais c'est vrai qu'on reste dans un système Mm, très médicalisé. mm, mm. Je crois que Charlotte avait une question sur sur les astuces favorites de Marion. Oui, parce que bon, bah, nous, on est concernés, enfin, on est très impliqués sur la prévention du burn-out maternel, enfin, et de la dépression postpartum. En tout cas, intuitivement, je pense qu'aux Pays-Bas, il doit y en avoir moins grâce à l'intervention des Oui, Kramzor. effectivement. D'après toi, quels seraient pour toi les 3 conseils à suivre, vraiment les plus importants pour prévenir justement, ou en tout cas limiter le risque de burn-out ou même de dépression postpartum? Bah, je pense déjà, ce qui est important, c'est de préparer le postpartum avant. Ouais. Parce que bah, c'est toujours le même constat, mais en France, on est très, très accompagné pendant toute la grossesse. On accouche, et puis là, bon, bah, au revoir, allez, Il y bonne a une chance, vous suivi, rentrez chez vous avec votre bébé. Et en fait, bah, c'est là que vraiment tout commence. Donc, il faut vraiment essayer de s'informer avant, en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en lisant dans les médias, en posant des questions à l'hôpital où on accouche, à sa sage-femme, si on a une sage-femme libérale, etc. Enfin, voilà, surtout s'informer aussi en couple, parce que souvent on oublie, et encore une fois, on laisse ces sujets-là à la femme, mais en fait, c'est aussi très important de se préparer en couple, parce que le bouleversement qu'on va vivre à la naissance d'un enfant se vit à deux et peut secouer Ouais. le couple. Donc, si on en parle avant, si on pose des questions sur ah bah regarde, le rythme va changer, parler de l'éducation, dire comment on va s'organiser pour les nuits, parce que ça va être un sujet. Voilà, être conscient de tout ça, déjà, ça peut aussi aider, Ouais. une fois qu'on est dedans, à mieux le vivre et à s'appuyer l'un sur l'autre, puisque le couple reste quand même le ciment de la famille, il ne faut pas l'oublier. Et puis après, une fois qu'on est dedans, bah, surtout, enfin moi je trouve que le plus important, c'est oser demander de l'aide, Ouais. vraiment ne pas hésiter. Donc peut-être avoir recours, enfin se faire une liste avant de personnes sur lesquelles on pourra s'appuyer. D'ailleurs, aux Pays-Bas, c'est hyper intéressant. Là où nous, on parle depuis quelques années de mettre en place des plans de naissance, donc de préparer
la manière dont on veut accoucher en couchant sur une feuille de papier ses envies pour qu'après, à la maternité, ça se passe un peu selon ses souhaits, dans la mesure du possible. Aux Pays-Bas, évidemment, ils font le plan de naissance, mais ils font aussi le plan de postpartum. Ah, c'est Oui, j'ai super. vu le crème plan. Oui, le crème Ouais, plan. génial. Et Bah en oui. fait, c'est génial, c'est tout bête et on peut le faire pendant le congé maternité, Ça, de on se proposait, dire oui, on le proposait sur The Helper, ah ben parce qu'on génial, faisait. ouais. Mais effectivement, on n'y pense pas. Non, on n'y pense pas. On Et en pense à fait, la valise maternité, mais on ne pense pas au voilà, postpartum. exactement. Donc s'organiser, par exemple, prévoir les visites médicales qu'on va devoir prendre après avec sa sage-femme, le pédiatre 15 jours après, le gynécologue au bout de 6 semaines. Ça, on peut les anticiper, donc se les noter dans ce crame plan. Essayer de prévoir aussi les visites qui on souhaite voir venir à la maison et à quel moment. Ne pas en prévoir trop parce que souvent, les gens viennent tous en même temps, donc on peut les répartir une fois par jour, par exemple. Savoir aussi et mettre dans ce crame plan sur qui on va pouvoir s'appuyer. Est-ce que tel jour, ma mère va pouvoir venir, le lendemain, ma sœur, pour avoir toujours une présence qui vient dans cette idée d'aide-maman. Demander à ces personnes-là d'emmener un petit plat pour avoir de quoi manger frais et bon dans son frigo. Voilà, enfin, c'est des petites choses comme ça qu'on peut mettre en place à l'aide de ce fameux crème plan et qui sont faciles à anticiper en fait. Et qui permettent de solliciter, quand on en a besoin, l'aide nécessaire. Et je pense aussi, j'ajoute les professions aussi comme les consultantes en lactation, ne pas hésiter à en chercher une avant d'accoucher, se disant si j'allaite et que j'ai besoin, voilà, je saurais qui appeler à tel moment, ou se trouver une sage-femme libérale aussi à appeler, une doula qui font aussi un super travail en postpartum pour aider et accompagner, qui n'ont elles pas de formation médicale, mais qui aident beaucoup sur le plan psychologique. Voilà, je pense que la clé, pour résumer un peu, c'est vraiment de ne pas rester seul et de demander l'aide, d'oser tirer la sonnette d'alarme. Là, j'en peux plus. Il faut que je demande de l'aide à quelqu'un, que ce soit son partenaire, sa mère si elle n'est pas loin, une amie, sa voisine. Et si on n'a personne, ça arrive aussi, et se rapprocher de la PMI, où il y a quand même des professions qui sont présentes. On parlait tout à l'heure des auxiliaires de puériculture, il y a sage-femme, pédiatre, etc. Regardez, parce que ça se développe beaucoup, les cercles de mamans. On peut trouver sur les réseaux sociaux et trouver un endroit où aller discuter avec d'autres mamans, ou tout simplement, parfois, en allant se balader avec sa poussette au parc, on peut trouver d'autres mamans qui sont dans le même cas et qui seront sûrement très contentes de parler aussi de ce qu'elles vivent et de leur expérience du postpartum et de la maternité. Donc voilà, je pense que c'est vraiment de l'aide et le demander. Voilà. Ouais. Et savoir aussi en proposer, enfin, je pense qu'on doit aussi un petit peu tous, hein, que ce soit une voisine ou même quelqu'un dans le parc, sans être évidemment lourd et d'aller proposer son aide si la personne n'en veut pas, mais de proposer quand même de sa présence. Enfin, moi, je sais pas, j'ai eu l'expérience avec une voisine qui était à côté de moi et je savais qu'elle était un peu isolée, que ses parents étaient à l'étranger, qu'elle était toute seule toute la journée. J'ai juste proposé, sans vraiment imposer, mais je lui avais proposé de prendre sa petite 1 heure si elle avait besoin de se reposer. Mais enfin, c'est sorti du cœur. Elle a dit: «Ah oui, oui, je veux bien, j'en peux plus, je me suis pas douchée depuis 3 jours. Mon mari était à l'étranger». Enfin bon, bref, en plus, le Ah postpartum oui. est vraiment pas très doux. Et je pense que c'est important d'ouvrir un petit peu les yeux, hein, d'ouvrir le cœur aussi et d'avoir beaucoup de tendresse pour ces mamans qui, on le voit, parfois sont dépassées, hein. Donc quand vous voyez un tout petit bout dans une poussette, tout en préservant évidemment l'intimité et la distance, hein, mais de savoir proposer d'une façon ou d'une autre son aide, son écoute, sa présence, même un sourire, même un bon courage ou même dans le parc, comment ça se passe? Enfin, moi, je sais que souvent, je dis juste: «Voilà, comment ça va? Comment ça se passe?» Bah, ça peut quand même changer la journée parce qu'il y a un sentiment de solitude parfois énorme qui peut, envahir les jeunes mamans, surtout celles qui ont un premier enfant. Oui, Donc effectivement. Et tu as raison de le rappeler. Et on a tout un chapitre dédié à ces personnes qui peuvent accompagner. Et je pense que tu as complètement raison. C'est important aussi de véhiculer ce discours auprès d'eux pour leur dire vous pouvez aider
Et voilà, et soyez bienveillants avec la jeune maman et surtout leur donner parce que parfois ils veulent bien aider mais ils ne savent pas faire. Donc par exemple, venez mais restez pas toute la journée quoi. Et vous asseyez pas sur le canapé, attendez pas que la jeune maman fasse le café, faites-le vous. Enfin, c'est des trucs tout bêtes mais en fait c'est vrai, moi je me rappelle de mes postpartum, des visites, parfois voilà. Lunaire. Oui, c'est toi qui prépare tout. Ou Interminable. apporter un petit plat, je l'ai dit tout à l'heure, ou tout simplement venir pour écouter la maman et lui proposer par exemple de plier le linge, parce que des machines, on en fait à tour de bras quand on a un nouveau-né. Voilà, ou tout simplement aussi, oui, on n'y pense pas, mais enfin, pas souvent. Souvent, les gens qui viennent apportent un cadeau pour bébé, évidemment, mais aussi pour la jeune maman, des fleurs, quelques chocolats. Ça fait plaisir, ça touche, ça réconforte. Oui. Donc oui, les aidants, ils ont un gros rôle à jouer dans cet accompagnement-là. Absolument. Ça va couper. Donc, c'est juste pour savoir, est-ce que tu as d'autres questions? On peut repartir ou bien c'est bon? C'est bon pour moi. C'est-à-dire, si ça te va, tu peux m'envoyer le brief juste après par WhatsApp, sinon on peut ne pas le faire. Voilà, le brief, c'est juste le vocal qu'elle m'envoie, comme ça je la rajoute dans la fin où on dit voilà, pour cet épisode, on retient que voilà. Ça va, j'ai pas fait des réponses trop longues. Non, au contraire, on va génial. faire une petite phrase de remerciement juste après. Et puis, je pense que c'est très bien, ça donne envie de lire et puis de te découvrir aussi avec Delphine. Et c'est aussi l'objectif dans tous les cas. Et c'est toujours compliqué parce qu'on va peut-être le faire sur le message de fin. C'est qu'en fait, dans le postpartum, on a toujours peur de faire peur. Ouais, oui. Et en même temps, en même temps, les mamans ont besoin de savoir. Donc, on a peur de faire enfin, la limite est toujours un peu compliquée, surtout que la tendance à un moment, c'était vraiment, il y a eu un pic où il y a vraiment. Nous, justement, on veut dire pas l'inverse, mais dire qu'il peut y avoir des moments très difficiles et ça peut, voilà, effectivement, la dépression postpartum existe, mais aussi, c'est un moment qui peut être merveilleux s'il est bien préparé, bien accompagné, et c'est ce moment de découverte avec votre bébé. Donc, effectivement, je pense que pour les mamans qui écoutent, il ne faut pas perdre de vue ça et pas avoir peur de tout ce qu'on dit. Et non, si on se prépare bien, c'est beau, c'est un beau moment. Et puis, la maternité se découvre aussi dans la difficulté. Oui. C'est dans ces moments-là que la beauté jaillit dans la relation avec la famille. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Non. C'est un beau message. Oui. C'est important de le rappeler. Tout à fait. Merci en tout cas, Marion. Merci à vous deux. Merci Marion. Merci pour ce livre. Hein. Vraiment. Franchement, merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. Je le recommanderais à mes futures mamans. Génial. En consultation. Parce que, ça me fait beaucoup. Non, mais vraiment. Parce qu'il y a en plus. Alors, le postpartum en douceur, vraiment, le titre est bien. Il y a vraiment beaucoup de douceur dans ce livre. Et alors, moi, je trouve qu'il n'y a pas d'obédience, quelle qu'elle soit, dans ce livre. Parce que parfois, certains sont un peu radicaux, d'autres. On ne voulait pas ça. On ne voulait pas faire un livre mais vraiment, politique, tu vois. C'est vraiment d'accompagner et d'aider en douceur. Voilà. Parce que je trouve que parfois, l'aspect trop politique dessert la cause des mamans. Et il y a beaucoup souvent d'ego derrière, et là pas du tout. Il y en a pour tout le monde, qu'on ait envie d'allaiter ou pas, qu'on ait envie quel que soit nos envies. Nos choix parentaux. Il y en a pour tout le monde. Il faut choisir librement aussi. Exactement. Ah ouais, non, vraiment super. Merci beaucoup, ça fait super plaisir, c'est adorable. J'espère qu'il aura beaucoup de succès. Ouais, j'espère aussi. Ça va être une petite bible du postpartum quand même. Hein, ouais. Une nouvelle. Merci à Marion Joseph pour cette interview et un gros coucou à Delphine Petit-Postma qui a coécrit avec elle ce livre qui est bourré de belles choses et de conseils très pertinents. Un postpartum en douceur qui a d'ailleurs été préfacé par Anna Roy. Pour conclure cette interview, je vous laisse
en quelques minutes ma relève tout à fait humble du débrief que normalement nous fait Charlotte Fortuny à la fin de chaque épisode. Ce que je pourrais vous partager comme débrief ou conclusion sur la question de la douceur en postpartum, c'est que effectivement, on a besoin d'organiser, d'anticiper, de congeler les petits plats, de préparer le mode de garde du premier, du deuxième, du troisième enfant, de préparer le coparent, le papa, les belles-mères à venir visiter au bon moment et à garder, on va dire, une posture qui puisse être aidante pour la mère. Mais au final, il se passe quelque chose de très merveilleux et en même temps très déstabilisant durant ce postpartum. C'est quelque chose qui demande de l'énergie de la propre mère, de prendre du temps et d'accepter un nouveau temps. Le temps de la matrescence, le temps de découvrir ces nouveaux contours de corps, ces nouveaux contours de l'esprit, du psyché qui sont en train de se reconstruire, de se restabiliser après 9 mois de grossesse. Peut-être un peu moins pour certaines. Ce que je voudrais rappeler, c'est que vous avez le droit à de la douceur. Ne vous jugez pas, ne vous critiquez pas, ne vous comparez pas. Essayez autant que possible de vous regarder avec de la douceur. Ou comme dirait Charlotte, de vous parler comme si vous parliez à votre meilleur ami. En parlant d'amis, je souhaite envoyer un message affectueux et tous mes vœux de courage à ma chère amie Charlotte Fortuny. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et j'espère que vous allez nous laisser des étoiles, des avis, des partages et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur le podcast Demande à maman.